Smart Future vous est présenté par SEAT. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Future, l'émission des nouvelles mobilités. On va faire briller les yeux des fans de vitesse et de course auto aujourd'hui, puisqu'on va découvrir comment la Formule 1, la Formule E et les 24 heures du Mans sont des laboratoires, permettent à nos voitures d'être de plus en plus sûres et performantes. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on va rentrer en détail, découvrir plus en détail la Formule E, se demander si c'est le futur de la course automobile. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce Smart Future. Bonjour Adrien Tambay. Bienvenue, heureux de vous rencontrer. Vous êtes pilote auto au sein du team Cupra EKS, champion du monde dans la catégorie FIA ETCR. À vos côtés, Julien Bartet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondateur des médias Le Mag Sport Auto et Le Mag Jeux High-Tech. Ensemble, on va parler, on va découvrir comment la course automobile, la compétition est un laboratoire pour les modèles vendus dans le commerce, pour nos voitures, enfin en tout cas les miennes. Adrien Tambay, ce championnat ETCR, peut-être que je connaissais mal, c'est une compétition qui est réservé à quel type de voiture? Alors, c'est le championnat du monde, la Coupe du monde des voitures de tourisme électriques. Donc, les voitures avec un toit, contrairement à la Formule 1 qui sont des monoplaces. Là, c'est des voitures qu'on peut, qui ressemblent aux voitures de tous les jours de Monsieur Tout le Monde, même si, bien sûr, ce sont des voitures de course. Et là, pour le coup, c'est la première année sous cette appellation Coupe du monde FIA. Ouais. Et félicitations, puisque vous avez remporté le titre, vous êtes champion du monde. Votre voiture, votre Cupra EKS, elle a quelle puissance, quelles caractéristiques? Faites-nous un peu rêver là. Alors, pour vous faire rêver, je vais vous donner les caractéristiques pendant la qualification. On a 500 kW. Donc, si on doit faire une traduction en chevaux pour les moteurs à combustion, ça représente environ 700 chevaux. Donc voilà, il y a de la puissance. Pas mal de puissance. Ensuite, on a des configurations différentes pour la course, forcément, parce que qui dit électrique dit autonomie. Donc on roule avec un peu moins de puissance pendant les courses, donc 300 kW, 450 chevaux environ, et puis on a une palette pour activer un power-up, un extra de puissance pour ajouter un peu de stratégie et d'excitation pendant les courses. Ça, c'est vous qui décidez du moment où vous l'activez, ou c'est comme en F1, c'est-à-dire qu'il y a des zones DRS, etc. Contrairement à la F1, je vois que vous connaissez bien, contrairement à la F1, on décide quand on veut, pendant la course, on a 40 secondes d'utilisation globale. On peut l'utiliser pendant toute la course. Voilà. Ah oui, on peut faire 10 fois 4 secondes, comme on peut l'utiliser en 2 fois. Donc voilà, c'est assez intéressant d'un point de vue du pilote, et pour le sport, ça ajoute pas mal de choses intéressantes. Alors, votre Cupra EKS, c'est vraiment un modèle que je peux acheter moi dans le commerce. Elle est totalement boostée. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec une voiture de Monsieur Tout le Monde? Alors, je pense que ce qu'il y a de commun, c'est plus la carrosserie, c'est-à-dire qu'on peut s'identifier aux voitures de tous les jours. Par contre, c'est vraiment une voiture qui a été développée pour ce championnat, une voiture de course avec un vrai châssis tubulaire, etc. Voilà, donc un peu loin de la voiture de tout le monde, mais comme vous l'avez dit, ça reste une voiture qui sert de laboratoire pour l'industrie automobile. Effectivement, et c'est ça qui est passionnant. Julien Bartet, est-ce qu'on peut dire que c'est vieux comme la voiture? C'est-à-dire, depuis que la voiture existe, on organise des compétitions, et ces compétitions, elles servent à améliorer les voitures. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vertueux. Quasiment, mais je dirais peut-être plus de nos jours, parce qu'on a plus de constructeurs qui s'engagent. On a comme beaucoup d'écuries privées. On a beaucoup plus de constructeurs qui viennent, qui mettent de l'argent dans ces catégories. Donc il faut qu'ils retrouvent aussi quelque chose qui s'y retrouve après au niveau du commerce, dans la voiture de Monsieur Tout le Monde, donc, en termes de sécurité, d'économie d'énergie. Voilà. Oui, et puis c'est une façon d'être cohérent, même en termes de marketing, d'image. C'est-à-dire que le budget qu'on investit, par exemple, dans une écurie de Formule 1, ça va servir l'image de toute la marque et des différents modèles. La F1, par exemple, vous avez quelques exemples de progrès récents grâce aux innovations en F1? On a la récupération avec le freinage, l'énergie cinétique, qui est stockée après dans les batteries. C'est une énergie qu'on peut redistribuer après dans le moteur pour avoir plus de puissance. Donc aujourd'hui, avec les technologies hybrides électriques dans les voitures de Monsieur Tout le Monde, c'est forcément quelque chose qui est intéressant. Et puis de manière générale, de nos jours, la Formule 1, c'est 3 moteurs pour une saison complète. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fabriquent des moteurs plus économiques,
À une certaine époque, on pouvait user 3-4 moteurs dans un week-end. Là, il faut faire une saison complète avec 3 moteurs. Donc, du coup, ça leur fait travailler vraiment le côté fiabilité et puis tous les consommables qui vont avec aussi, qui doivent être étudiés en fonction de ça. Et forcément, ça se retrouve après sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, du fait aussi des crises énergétiques. Évidemment, ça rend ce que vous expliquez sur la récupération de l'énergie cinétique et dans la batterie. Quand on conduit une hybride, c'est quelque chose qu'on a évidemment en tête. Adrien Tambay, vous avez piloté dans différents championnats. Et là, je reste sur ce thème qui est le nôtre de l'utilisation ou de la passerelle entre la course, la compète et nos voitures. L'idée, c'est quoi? C'est toujours d'allier vitesse et fiabilité. Il y a ces deux piliers dans une voiture de course. Oui, déjà avant de gagner une course, il faut la finir. Il faut arriver à bout. Je vais vous dire, oui, il faut qu'elle soit fiable. Et pour revenir à ce que vous disiez juste avant, ce qui est important de souligner, c'est qu'en sport automobile, on est toujours à la recherche du petit détail et de la performance dans tous les aspects. Que ce soit l'autonomie, que ce soit la performance pure sur un tour. Donc ça sert vraiment de laboratoire. Parce que si on est capable de tenir... je vous dis, 1h20, 1h30 en Formule 1 avec ce genre de moteur, avec ce rendement-là boosté au maximum, ça sert forcément pour les voitures de tous les jours qui sont, elles, à un rendement bien inférieur. Oui, on ne va jamais aller au maximum des capacités de la voiture, effectivement. Si on rentre dans le détail de la Formule E, dont on va parler un peu plus précisément tout à l'heure, mais ou grosso modo des championnats de voitures électriques, là aussi, quels exemples vous avez en tête de récupération d'innovation? Je crois que c'est tout simplement la même chose que pour la Formule 1. En fait, toutes les ici, par exemple, avec la Formule E, moi, en ETCR, c'est un peu différent parce qu'on est sur du sprint. On préfère rouler plusieurs fois dans le week-end sur des périodes très courtes et à fond, entre guillemets. En Formule E, ils ont des courses plus longues où ils doivent récupérer l'énergie tout au long de cette course. Ils doivent faire en sorte que la température n'aille pas trop haut. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont mises en œuvre par les ingénieurs et par les pilotes, sans rentrer dans le détail, pour faire que ces batteries durent le plus longtemps possible à justement un rendement impressionnant. Et ça, en fait, sur les années, vous voyez que ça s'améliore. Et en fait, c'est vraiment un laboratoire que ensuite les constructeurs peuvent mettre en place dans l'industrie de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Par exemple, si on parle du poids et de la masse des batteries, parce que vous chassez les kilos, évidemment, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Oui, alors c'est des progrès qu'on fait régulièrement d'une année à l'autre. Donc après, je ne saurais pas vous donner de chiffres exacts, je les connais pas, mais bon, effectivement, c'est aussi un domaine dans lequel on a besoin de gagner, toujours pour la voiture de Monsieur Tout-le-monde, effectivement. Donc parce qu'une batterie, ça peut représenter quelle part du poids d'un véhicule, je ne sais pas lequel de vous deux, j'essaie pas de vous coller, c'est pour bien. je vois vos yeux qui... Je suis quand même pas ingénieur, donc il y a quelques questions. Je vois vos yeux qui commencent à dire, oh là là, vers où il nous emmène. Mais je ne sais pas si vous avez la réponse à la question, mais la batterie, parce que moi, je réagis vraiment en utilisateur de base, quoi. Et c'est vrai que quand on veut passer à l'électrique, c'est l'enjeu. La première question qu'on pose, c'est toujours la question de l'autonomie, c'est la question du poids global du véhicule. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une grosse voiture électrique? Donc ça, c'est des enjeux industriels d'une certaine façon. Oui. Je sais pas. Alors après, je ne sais pas si le poids en lui-même est forcément l'élément le plus important. Ouais. Effectivement, on parle plus de durabilité des batteries pour faire plus de kilomètres. Bon, le poids en lui-même, on ne voit pas forcément les batteries diminuer énormément de manière impressionnante. Ouais. On va dire d'une année à l'autre. En revanche, leur autonomie, elle progresse vraiment. Voilà, l'autonomie s'améliore et je pense qu'on est capable de faire de mieux en mieux, effectivement, avec toujours quelque chose de plus petit. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment l'enjeu prioritaire, même si à un moment donné, vu qu'on va avoir ces batteries à recycler, il faudra aussi qu'on diminue beaucoup de choses sur et dans ces batteries, c'est certain. Adrien Tambay, votre rôle de pilote, évidemment, c'est de conduire vite, mais c'est aussi d'être l'interlocuteur des mécaniciens, des ingénieurs. Comment ça se passe, ça ?
C'est sûr que ça fait partie du package global d'un pilote. Il peut être vite en piste, mais il doit aussi être bon en dehors. Toujours ramener le bon feedback à ses ingénieurs pour améliorer la performance de la voiture, pour améliorer tout ce qu'il y a à améliorer pendant une saison. C'est important d'avoir son rôle de pilote, d'y rester, de ne pas faire l'ingénieur non plus, mais d'arriver à quand même traduire son ressenti pour que l'ingénieur, lui, puisse faire le changement ou le développement qu'il faut pour aller dans la bonne direction. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce que parfois c'est un pilote qui rêve d'une innovation, ou qui demande une innovation, ou qui peut-être a l'idée de l'innovation grâce à sa conduite, quoi? Oui, je crois que c'est le propre des très bons pilotes et de certains pilotes qui arrivent au sein d'une écurie à être des moteurs et à aller plus loin, sans faire de zèle, à toujours rechercher le petit détail qui va améliorer. On est des pilotes, on est des sportifs, on est un peu égoïste, on a envie d'avoir un bon résultat. Donc on cherche toujours ce qu'on peut trouver en fait pour faire différemment de la concurrence ou mieux que la concurrence et que ça, à un moment donné, nous serve. Et en fait, ce qui nous sert à nous en compétition aujourd'hui, c'est là où je disais que c'était un laboratoire, va servir aux gens tous les jours plus tard. Ça veut dire que la voiture que vous conduisez en ce moment dans ce championnat ETCR, donc vous avez gagné le premier championnat, vous êtes déjà en train de travailler à une version améliorée pour la saison prochaine? Voilà, exactement. Après, ça dépend des marques. Chez Cupra, il n'y aura pas de nouvelles voitures l'année prochaine. Par exemple, chez Hyundai, il y en aura une l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un constant développement. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les marques investissent et trouvent beaucoup d'intérêt à faire partie de ces championnats-là. Je voudrais qu'on parle du rendement du carburant, parce que ça, c'est aussi une dimension évidemment importante et particulièrement importante dans l'actualité qu'on est en train de vivre. Là aussi, il y a eu beaucoup de progrès réalisés. Oui, particulièrement ces dernières années, à travers de la nouvelle réglementation qui est en Formule 1, on est quand même beaucoup dans l'économie de beaucoup de choses, des moteurs, des boîtes de vitesse. Donc le carburant, c'est quelque chose qui va avec, effectivement. On est vraiment plus dans une idée de Formule 1. C'est presque de l'endurance, d'une certaine manière, au niveau de la mécanique. Donc, du coup, effectivement, le carburant, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de trouvailles chaque année. Il y a beaucoup d'enjeux. On peut jouer sur la puissance aussi en fonction du mélange. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, surtout ces dernières années, du fait de ce nouveau règlement. Mais les progrès sont vraiment importants. Moi, je ne me rends pas compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les mêmes, 10 litres ou 100 litres de carburant, on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus vite, longtemps. C'est quoi les progrès? Là, pareil, je ne pourrais pas vous donner des chiffres. Ça ne va pas être non plus exceptionnel, ça ne va pas forcément être flagrant, mais petit à petit, d'année en année, disons qu'on repousse les limites et donc on arrive à avoir... quelques années en Formule 1, pardon de vous couper, mais il y a quelques années en Formule 1, on avait plus d'un moteur par course. Aujourd'hui, comme monsieur l'a dit, trois moteurs pour l'ensemble de l'année. Donc même si là il ne s'agit pas d'économie d'énergie, il s'agit d'économie quand même. Oui, et puis même de robustesse, quoi. Ça joue aussi sur la robustesse des moteurs. Adrien Tambay, l'autre apport vraiment majeur des courses automobiles, c'est en matière de sécurité. On l'a vu récemment en Formule 1. Alors, il y a entre les F1 d'aujourd'hui et celles que, alors pardon de faire référence, ça doit vous agacer, mais celles que votre papa pouvait conduire, Patrick Tambay, elles ont plus grand-chose à voir. Ah non, c'est sûr qu'on ne se sent pas en danger aujourd'hui quand on monte dans notre voiture de course. En ce qui concerne la Formule 1, c'est des vrais monocoques, des cellules de survie. J'ai perdu mon meilleur ami il y a quelques années, Jules Bianchi, mais c'était à mon sens plus un accident de la circulation. C'était quelque chose qui ne devait pas arriver en sport automobile avec une grue, etc. Dans des conditions normales de course, aujourd'hui, on a fait des progrès incroyables. Malheureusement à cause des malheurs qui se sont passés dans le passé, mais ça montre aussi la recherche et le développement et les améliorations qu'on fait dans la vie de tous les jours grâce au sport automobile, parce que les voitures de tous les jours progressent aussi grâce à ça. Oui, moi je me souviens d'un accident de Jacques Lafitte
Et aujourd'hui, je pense que le même accident, la coque de la voiture l'aurait totalement protégé, c'est ça? Oui, moi j'ai vu des accidents même de mon papa. Je serais probablement pas. Enfin, il a eu beaucoup de chance à l'époque. Aujourd'hui, il aurait rien eu du tout. Donc, c'est clair que voilà, à aucun moment on se sent en danger. Quand je discute avec mon papa, il perdait un ami par saison à l'époque. Ouais. C'était difficile quand même, et la part de danger était plus importante. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très compétitif aujourd'hui et que les écarts sont resserrés. Parce qu'en fait, dans le cerveau des jeunes pilotes, il n'y a plus cette part de danger. Tout le monde va prendre le risque maximal. Ça va être juste sur du sportif et sur des détails que la différence se fera. Julien Barthel, là aussi, en matière de sécurité, les innovations les plus importantes qu'on a pu récupérer, importer dans les voitures vendues dans le commerce. Bon, on l'a vu avec Romain Grosjean il y a peu de temps, cette voiture qui s'est enflammée. On a gagné du temps de survie des mains sous les gants. C'est-à-dire qu'on a gagné, je crois, 3 secondes au niveau des gants inifugés. D'accord. C'est-à-dire qu'un pilote peut rester 3 secondes de plus dans le feu qu'à l'époque de Romain Grosjean. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret qui peut être utilisé pour les pompiers, par exemple. Je les connais bien, les pompiers, ce sont des arguments importants. Avec l'été dernier qu'on a eu, l'incendie, je pense que c'est un domaine où c'est très utile. Alors, on parle des gants, on peut parler des combinaisons, des casques et tout l'équipement globalement qui forcément, alors, encore une fois malheureusement, mais à chaque fois qu'il y a un accident, et heureusement, on en tire quelque chose de positif. Oui, c'est la même chose dans le secteur, par exemple, du transport aérien. On sait que les accidents font progresser à chaque fois la sécurité. Merci beaucoup, Julien Barthel, Adrien Tambay. Vous restez avec moi, puisqu'on va se projeter dans le futur de la course auto et rentrer dans le détail de ce circuit, enfin de la Formule E, qui en est à ça, je crois, 9e édition. Avec nous en duplex, en visioconférence, Frédéric Espinoz, qui est directeur sportif de Formula E, le premier championnat de monoplace électrique. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On est toujours avec Adrien Tambay, évidemment. Votre championnat, est-ce qu'on peut dire qu'il est arrivé à maturité aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je ne pense pas que le championnat soit encore arrivé à maturité parce qu'on est encore très jeune. Si on regarde dans l'histoire du sport automobile, on vient de finir que notre 8e saison. Donc forcément, c'est encore un signe de début en quelque sorte si on compare à la Formule 1 qui a plus de 60 ans d'existence, 70 ans même il me semble. Donc ça reste un championnat encore très jeune qui a beaucoup de choses à prouver. Mais d'un autre côté, ce qui a été fait en 8 ans, en 8 saisons, c'est assez incroyable. Le niveau où on est arrivé, avec les constructeurs qui sont impliqués, avec les villes qu'on a su convaincre, et surtout avec la crédibilité, je pense qu'on a gagné durant ces 8 saisons. Alors effectivement, la 9e saison démarre en janvier, on y reviendra. C'est pour présenter un peu le championnat, c'est combien de courses, combien d'écuries, il y a quelques grandes marques, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On a la saison dernière, la saison à venir, on a 11 écuries. Donc ça fait 22 pilotes. On a des constructeurs. Alors on change un peu. On avait un peu plus. Enfin, on a changé d'air. On était sur la 2e génération de voitures. On va passer sur la 3e génération de voitures, où on va avoir 6 constructeurs. Et les constructeurs peuvent avoir 2 équipes. Donc ça fait un plateau de 11 équipes. Et on va être sur à peu près 16 courses tout à travers le monde. On a validé le calendrier. On va commencer au Mexique et on va aller en Inde. On va aller en Afrique du Sud, on va aller en Europe bien sûr, à Monaco, à Berlin, à Londres, et voilà, donc un calendrier complet qui est un vrai calendrier de championnat du monde puisqu'on a le label championnat du monde depuis 3 saisons maintenant. Alors on se demande dans cette partie du débat si cette Formula E ou Formula I est le futur de la course automobile, évidemment. Alors là, c'est vraiment le retour de pilote, parce que vous avez testé ces Formule E, c'est ça, pour le développement. C'est quoi les sensations par rapport à peut-être une voiture thermique déjà de course, et puis par rapport à ce que vous conduisez pour le championnat que vous venez de remporter? Alors ce que j'aime toujours dire, c'est qu'en tant que pilote, que ça soit du thermique ou de l'électrique, l'objectif c'est toujours le même, c'est d'aller le plus vite possible. Partant de ce postulat-là, ça reste des voitures incroyables et des voitures de course. Donc voilà, pour ce qui concerne la FE, on est au ras du sol, c'est une vraie formule. Donc c'est pas encore les niveaux de performance de la Formule 1, forcément, mais en termes
termes de pilotage, c'est un vrai challenge. Ils vont sur des circuits en ville, donc aura des murs. Le plateau est composé que de pilotes émanant de catégories, même de la Formule 1. Donc forcément, hein, un championnat très très solide. Et pour les voitures, c'est intéressant pour un pilote de rouler là-dedans. La comparer à l'ETCR. Est-ce que vous... Alors allez-y sur le TCR. Ouais. C'est en fait la même chose, mais avec des caractéristiques de voitures qui sont bien différentes, c'est-à-dire beaucoup plus de poids, donc forcément plus d'inertie, des distances de freinage plus importantes. On a plus de puissance que la Formule E, mais parce qu'on est, nous, sur des distances de course bien plus raccourcies. Ouais. Eux sont plus dans la gestion de l'énergie. C'est pas le même créneau tout à fait. Et après, d'un point de vue du pilotage, encore une fois, c'est toujours la même histoire. On essaie d'aller le plus vite possible. Et de doubler l'autre. Voilà. Mais quand on conduit une voiture de course électrique, alors peut-être on va essayer de rester sur la Formule E. Est-ce que c'est un pilotage différent ? Le pilotage en lui-même, disons qu'il n'est pas plus différent qu'entre deux voitures thermiques de caractéristiques différentes. Entre un moteur, par exemple, atmosphérique et un moteur turbo. Vous voyez, on a été habitué à changer de catégorie dans notre carrière. Et donc, quand on change d'un moteur à un autre, thermique, c'est la même chose que quand on change d'un moteur thermique à un moteur électrique au final. La seule vraie différence, c'est l'environnement sonore. Au début, c'est un peu déroutant parce que forcément, il n'y a pas le même bruit. Alors, il y a un bruit, c'est ça qui est important de dire, c'est que le moteur électrique fait un bruit et on entend beaucoup plus de bruit environnant. Des bruits de carrosserie qui touchent le sol, des bruits de pneus qu'on n'entendait pas avant. Et après, je vais vous dire, honnêtement, au bout de 5 tours, on s'y fait et on est carrément, on est tellement focalisé sur une chose qu'on l'oublie assez vite et on prend autant de plaisir dans cet environnement sonore, voire plus de plaisir qu'en thermique. Frédéric Espinos, les courses de Formula E, elles se déroulent principalement dans des circuits urbains. Pourquoi ce choix ? Alors c'est un choix stratégique qui a été fait dès le début parce que tout simplement la ville, le cœur des villes, c'est le terrain de jeu des véhicules électriques. Donc il y avait deux raisons à ça. La première, c'était d'aller, comme je vous dis, dans le cœur de marché des véhicules électriques, qui est au cœur des villes, et deuxièmement, d'aller conquérir un public nouveau. Donc c'est aller au cœur des villes, donc on va toucher le public, c'est différent que si on va par exemple à Silverstone ou à Manicourt, où c'est là le public qui doit venir à nous. Là c'est vraiment nous qui allons au public. Et également pour réagir aussi un peu sur ce que vient de dire Adrien, et je pense que c'est un peu un parallèle qu'on peut faire entre la Formule E et l'ETCR, c'est que ce sont des nouvelles disciplines dans le sport automobile qui sont crédibles du point de vue sportif, technique, etc. et qui ont su un peu révolutionner le format sportif. On arrive à faire des choses différentes et à faire des choses qui sont peut-être un peu, on va dire, plus lié à un public plus jeune et un public qui vient des jeux vidéo. On arrive à faire des choses différentes parce que nous sommes des nouvelles disciplines et parce que grâce à l'électrique, on peut se permettre de nouvelles fantaisies, on va dire, du point de vue du format sportif. Ouais, alors justement, c'était une question que j'allais vous poser. Est-ce que ça permet, parce que là on s'intéresse aussi aux marques, on parle de Cupra, mais est-ce que ça permet aux marques de toucher finalement une clientèle différente ? Oui, tout à fait. C'était une discussion qu'on a eue avec plusieurs constructeurs, et notamment des constructeurs qui pouvaient être aussi engagés au Mans, par exemple, ou en Formule 1. Et ils nous disaient le but de la Formule E, c'est d'être différent et c'est de toucher un public différent. Si on veut toucher le public du fan de motorsport, le puriste de fan de motorsport, ils peuvent le toucher avec la F1, avec le Mans. Avec la Formule E, justement, on va proposer quelque chose de différent, à s'adresser à un public différent, parce qu'aussi, à la base, le potentiel acheteur de véhicules électriques est aussi quelqu'un de potentiellement différent. Donc voilà, c'est un tout, et c'est proposer quelque chose de nouveau, quelque chose, comme je vous l'ai dit, où il a fallu prouver qu'on était crédible, et c'est ce qui a été fait. Et tout ça, ça a convaincu des constructeurs, et des constructeurs qui veulent apporter un message différent, parce que la Formule E, c'est un sport, mais c'est aussi un sport avec une raison. On essaie de sensibiliser beaucoup aussi le public, les spectateurs, à tout le débat écologique actuel, qui est quelque chose qui doit être au cœur de tous nos raisonnements. Oui, Adrien Tambay, ça c'est une dimension, les enjeux évidemment de pollution liés à nos déplacements. Quand on participe à un championnat de voitures électriques, c'est forcément un message qu'on porte aussi,
qui peut sembler paradoxal à des fans de voitures qui, au contraire, ont été élevés dans le culte du moteur le plus gros, le plus puissant et parfois le plus bruyant, quoi. Oui, et puis surtout, comme vous l'avez dit, je viens d'une famille où voilà, j'avais un papa qui faisait de la Formule 1 dans les années 80. Ouais. On a quand même tourné en rond et brûlé de l'essence pendant quelques années. Et c'est vrai que c'est quelque part se racheter. Je fais partie de la première génération de pilotes témoins de cette transition écologique. Donc, en quelque sorte, je me dois aussi de montrer l'exemple. Je suis fier de ça, de montrer qu'on peut s'amuser, faire de la compétition, du très haut niveau, mais avec de l'électrique, en étant en respectant de l'environnement. Ça veut dire que, et là on va commencer à répondre à la question générale de cette partie, pour vous, de toute façon, la course automobile, enfin moi j'étais au Mondial de l'Auto pour Bismart en début de semaine, tous les constructeurs proposent quasiment que des modèles électriques, toutes les nouveautés sont des modèles électriques. Donc ça veut dire que la course auto, elle sera 100% électrique aussi ? Alors ça, c'est une question, à mon sens, un peu plus touchy. Je pense que, sans faire l'apologie de l'électrique, je pense que certaines sources d'énergie vont devoir cohabiter et qu'il y aura une certaine solution pour chaque condition, en fait. Et je pense, ce qui est sûr, c'est que l'électrique sera une solution et doit être une solution dans le futur pour la plupart des utilisations, par exemple en ville. Là, il n'y a pas de sujet. Oui, on peut discuter effectivement de est-ce que le tout électrique c'est la bonne solution, c'est l'Europe qui l'a décidé et tout le monde y va. Bref, exactement. Mais ça c'est un autre débat. Sur l'avenir de la Formule 1 et de la Formule E, Frédéric Espinosse, vous positionnez pas je me souviens de la petite chaîne qui monte, vous savez, on disait ça en télévision, quoi. Vous voyez, le circuit qui monte et qui va manger le gros, quoi. Alors déjà, il faut recontextualiser. C'est vrai que quand on a commencé la Formule I, les véhicules électriques, il n'y en avait pas nulle part. Je me souviens, quand on faisait les premières courses, il fallait qu'on trouve absolument des véhicules électriques pour être les official cars autour, et c'était vraiment une galère. Aujourd'hui, des véhicules électriques, il y en a partout. Mais pour aller dans le sens de ce que vous disiez avant, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus de chevaux pour se déplacer, mais il y a toujours des courses de chevaux. Donc, c'est pas parce que le monde va à l'électrique, je pense qu'il faut mettre que de l'électrique partout. Le sport automobile, c'est aussi un spectacle, faire rêver, et on peut faire rêver avec autre chose que l'électrique. Donc, je suis pas un ayatollah de l'électrique qui dit qu'il faut que de l'électrique. Je suis avant tout un fan de sport automobile. Ensuite, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est l'avenir ? Alors, forcément, la Formule I monte en puissance. Il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le point de vue médiatique, sur le point de vue retombé à faire, et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc on est loin de la Formule 1. Aujourd'hui, la Formule 1 est très forte et je crois qu'on a besoin d'une Formule 1 forte parce que globalement, quand la Formule 1 est forte, c'est tout le sport automobile qui en tire bénéfice. Donc aujourd'hui, on a le besoin d'une Formule 1 forte. Et j'avais bien aimé une phrase de Toto Wolff, donc, qui est le patron de Mercedes, qui avait dit que la Formule I ne deviendra jamais la F1, mais peut-être que la F1 peut devenir la Formule I. Donc voilà, ça c'est la phase à réfléchir. Alors je reste avec vous, Frédéric Espinosse, puisque la nouvelle saison, là, ça redémarre en janvier, je l'ai dit tout à l'heure, au Mexique. Ça se passe à Mexico City, forcément, dans la capitale ? Et oui, tout à fait. On débute au Mexique. C'est la première fois qu'on débutera au Mexique sur une partie du circuit de Formule 1. C'est un endroit un peu spécial puisqu'on court autour de ce qu'on appelle le fort au sol. Et ensuite, on va aller en Arabie Saoudite, en Inde, en Afrique du Sud et voilà jusque fin juillet à Londres. C'est une dizaine d'événements, 11 événements pour être précis, et 16 courses. Vous l'avez évoqué rapidement, mais je voudrais bien vous entendre en détail. C'est quoi ? C'est une nouvelle génération de voitures, donc ça veut dire que c'est un nouveau défi pour les constructeurs, c'est aussi ça ? Tout à fait, c'est une nouvelle génération de voitures, donc on est à la 3e génération de voitures, on change en principe tous les 4 ans plus ou moins, donc c'est une voiture qui va être plus rapide, plus faite pour les courses en ville, une voiture un peu plus petite, plus compacte, mais surtout une voiture avec une nouvelle batterie, et les constructeurs vont devoir travailler sur des nouveaux propulseurs électriques qui vont permettre d'aller plus vite, de gagner en performance, et justement c'est une voiture qui va être aussi un peu révolutionnaire puisqu'avec un moteur à l'avant, et ce moteur à l'avant permettra de régénérer de l'énergie. Donc vous savez, tout ce qui est, dès qu'on est au freinage, etc., on recrée de l'énergie pour redonner dans la batterie, ce qui a permis de mettre une batterie beaucoup plus petite, et donc d'avoir une voiture beaucoup plus légère et beaucoup plus performante.
Et ben voilà, on boucle la boucle, hein, comme dans un circuit, puisqu'on revient à la thématique de l'innovation et des applications des innovations de la course automobile dans nos voitures de consommateurs et de conducteurs de base. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. À bientôt sur Bismart. Je voudrais vous remercier, vous, de votre fidélité d'abord, et puis ensuite Caroline Ricross qui produit et programme cette émission, Alexandre Larochelle au son, Alice Pitavi à la réalisation. Salut à tous. Smart Future vous a été présenté par SEAT.